Vous écoutez Haïba FM sur la 91.7 MHz Moroni Magoudjou. Rantifuni Tsuchini Mitamihuli Mbeni Tsawini Kwambani Pia Hasonti Ngarishilia Oi Haïba FM Moroni Magoudjou. Haïba FM, c'est vous, c'est nous tous. Haïba FM, yo bon zahi. Vous écoutez Haïba FM sur la 91.7 MHz Moroni Magoudjou. Tsuchini, Mitamihuli, Mbeni, Tsawini, Kwambani, Pia, Hasonti, Ngarishilia Oi, Haïba FM, Moroni, Magoudjou. Haïba FM, c'est vous, c'est nous tous. Haïba FM. Chers auditeurs de Haïba FM, bonsoir. Voici venue l'heure de notre émission hebdomadaire du lundi. C'est Daoud au micro. J'accueille aujourd'hui on va dire un des jeunes loups du président Azali de la diaspora, en l'occurrence le docteur Katibou, qui est un bien intellectuel, un de ceux qui ont contribué à la victoire d'Azali parmi les gens qui sont venus de l'extérieur. Monsieur Katib est un docteur en économétrie, si je ne m'abuse, du développement, et il est également enseignant vacataire à l'université de la Sorbonne. C'est ça, docteur? Vous étiez, bon maintenant vous ne pouvez pas l'être, vous êtes aux Comores, donc c'est assez difficile d'être à la fois enseignant à Paris. Donc, bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Bon, alors, nous avons ce grand plaisir de vous accueillir. Vous allez pouvoir nous éclairer parce que vous venez d'être nommé à peine un mois comme étant un homme clé du dispositif Azali, parce que vous êtes chargé des investissements. Donc, vous êtes le directeur des investissements. C'est un domaine ô combien important, dans la mesure où Dieu sait combien les Comores en ont besoin de ces investissements. Et donc, vous êtes chargé de piloter ce département. Ma première question, docteur Katibou, c'est peut-on parler d'investissement aux Comores? Est-ce qu'on peut parler d'investissement aux Comores à partir du moment en fait c'est le néant? Parce que quand je pense à investissement, je pense notamment à l'eau, à l'électricité, qui sont des éléments de base pour toute structure. Par exemple, les manufactures, les bureaux fonctionnent par rapport à l'électricité. Comment on peut parler d'investissement aux Comores en l'état actuel des choses? Tout d'abord, je tiens à remercier donc M. Daoudou et les responsables de cette radio. Donc, je suis honoré d'être invité dans cette émission. Évidemment, le président de la République, M. Azali Assoumani, m'a confié, m'a nommé en tant que directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. C'est un secteur clé, il tient beaucoup, parce qu'il est conscient que sans investissement, il ne peut pas réussir sa mission. Vous savez, dans ce pays, nous avons un grand problème. Un grand problème, une menace, voire une menace. Nous avons une jeunesse auquel on a du mal à trouver, à créer de l'emploi pour cette jeunesse. Vous savez, des indicateurs montrent que donc il y a plus de
6 000 actifs qui rentrent sur le marché du travail par an. Donc c'est énorme. 6 000 actifs. 6 000 c'est actifs. énorme. Donc voilà, c'est énorme. Donc vous savez, les statistiques montrent qu'à l'Université de Comores, on a plus de 10 000 étudiants actuels. 13 000, hein, pour être précis. Voilà, hein. 13 à peu 000. près, Voilà. voilà. Donc 13 000. Donc, vous savez, la fonction publique comorienne, donc, qui est la plus, disons, le plus grand employeur de ce pays, est saturé avec 13 000 emplois. Donc, Tout à fait. la seule solution qui vaille actuellement, c'est de relancer l'investissement. Raison pour laquelle le président de la République tient beaucoup à ce secteur. Donc je ne peux pas, écoutez, je ne peux pas dire que s'il a confié à un jeune, donc un jeune proche de lui, je me sens honoré, mais je sens que la tâche est herculienne. Donc, mais toutefois, on essaiera, donc on va se battre. Donc évidemment, vous avez évoqué les goulots qui empêche la relance de vrais investissements dans ce pays. Tout à fait. Oui, il y a un problème d'énergie, il y a un problème des infrastructures, mais je suis conscient que le président de la République, M. Azali Assoumani, va se battre pour qu'on puisse quand même mettre ce pays sur les rails. Raison pour laquelle je lui ai donné confiance et j'ai accepté cette lourde mission d'aller dans ce secteur. Donc je suis conscient que malgré le goulot, mais on pourrait s'en sortir. Docteur Katibou est directeur en même temps. En fouillant un peu dans vos archives cet après-midi pour préparer éventuellement mon émission, j'ai quand même constaté une chose. Mais vous avez un budget qui est aux alentours de 90 000 euros, 45 millions de nos francs. Comment un budget aussi minuscule peut être efficace pour exercer de façon sereine votre mission, de mener à bien votre mission? Non, je sais que, comme vous savez, notre pays, c'est un petit pays, des recettes de l'État. Donc, vous savez, nous avons 42 milliards de francs communs. Toutefois, l'initiative du président et en l'occurrence le ministre des Finances, mon frère, M. Chayan, serait de doubler, donc c'est un défi, de doubler les recettes étatiques. Donc, dans ces conditions, on pourrait prétendre, à ce qu'on nous augmente notre budget. Mais ça, c'est possible. Parce que je suis convaincu, le président de la République est conscient que pour pouvoir réussir sa mission, donc, il faut donner de l'espoir à ces jeunes. Donc, et l'espoir, c'est quoi? C'est un investissement. Ce sont des entreprises privées. Donc, c'est là où on pourrait, toutes choses égales par ailleurs, qu'on pourrait créer de la richesse et de l'emploi et donc baisse du chômage. Donc, toutefois, je suis conscient qu'avec un tel budget, on aura du mal. Donc, le budget alloué à un pays sert surtout à payer des salariés auxquels je peux me targuer qu'il y a un vrai capital humain, donc des gens déterminés à travailler pour leur pays. Donc je peux citer des jeunes de la diaspora, nés en France, grandis en France, qui ont reçu leurs études en France. Et qui sont prêts à... Et qui sont venus, qui sont là. Qui acceptent d'être payés par des salaires, disons, un peu dérisoires, on va dire, dérisoires, mais qui sont tellement animés, donc pour une seule chose, réussir leur mission et aider leur pays. Docteur Katibou, vous venez d'évoquer le budget de l'État, que vous comptez multiplier par 2. De mémoire, je n'ai pas souvenir d'un pays qui a fait un tel effort. Quelle est la magie? Ma question tombe à pic, dans la mesure où vous êtes économiste de formation. Comment vous allez multiplier par 2 le budget de l'État, alors qu'on sait que... C'est pas le budget des recettes. Les recettes de l'État, mais c'est le budget de l'État. Oui. Les recettes, les recettes, ce sont les budgets de l'État. Donc, comment vous allez passer de 42 milliards à 90, donc à 51%, on va dire, presque 51%. Vous allez doubler le budget à 100... vous allez doubler le budget. Donc, comment vous allez faire alors qu'une telle réforme, c'est qui est envisageable, à mon avis? Mais cela suppose un travail préalable, justement pour d'abord créer de nouveaux foyers fiscaux ou alors de nouvelles entités, ce qu'on appelle les niches fiscales pour être moderne. Comment vous allez de 42
passé, alors que les mêmes contribuables sont les mêmes, il n'y a pas eu de création d'entreprise, que je sache, jusqu'à maintenant. Comment vous allez doubler le budget de l'État comme ça? Tout d'abord, je suis en charge des investissements, mais je dis comme des citoyens. Donc, oui, tout à fait. Un avis en tant qu'économiste, justement. En tant qu'économiste, je crois que c'est chose réalisable. Vous savez, en 2015 donc, les prévisions budgétaires avaient tablé sur des recettes de 23 milliards de francs comoriens entre janvier 2015 à juin 2015. Source, Banque centrale des Comores. 23 milliards. 23 milliards. Donc, il s'avère... De recettes. Il s'avère que l'État a pu collecter 13 milliards. Mais c'est quoi ça? Donc 13 milliards. 13 milliards. Donc, il y a eu... Donc, en fait, vous voulez dire c'est la moitié des objectifs. Exactement. Voilà. C'est quoi? Mais comment vous expliquez ça? C'est parce qu'il y a les autorités de l'époque n'ont pas pu mobiliser les ressources nécessaires. Je suis conscient que cet objectif pourra être atteint. Pourquoi? Il suffit de faire des efforts. Et selon certains proches du ministère des Finances, ils disent que cet objectif, c'est quelque chose de réalisable. Oui, mais ça, c'est un vœu pieux. Non, mais c'est pas un vœu pieux. Il suffit de faire des efforts à la douane, des niches douanières, des exonérations douanières, des niches fiscales. Mobiliser, sensibiliser tous les Comoriens, leur dire, écoutez, on a un objectif, on doit, avant de demander de l'aide, nous devons faire des efforts. Parce qu'on ne peut pas se reposer sur l'extérieur pour développer notre pays. Je suis convaincu que ceux qui ont fait ces prévisions sont des gens sensés et qui ont fait des calculs, ne sont pas des gens qui ont imaginé un chiffre et qui ont fixé comme ça. Donc, je suis convaincu que cet objectif, s'il y a des efforts, si les Comoriens sont conscients que pour avoir des infrastructures fiables, que pour avoir de l'énergie, il faut que chaque Comorien soit sensibilisé et soit prêt à contribuer à cet effort national. Oui. On peut arriver à cet objectif. Oui, mais... Il y a qu'une seule chose qui nous permettrait d'atteindre cet objectif, la sensibilisation, le patriotisme. On appelle tous les Comoriens à aller dans cet effort. Nous avons un défi. Voilà. Donc, et ce défi, ce n'est pas un problème de Shehan en tant que ministre des Finances. C'est un problème de tous les Comoriens. Parce que Shehan, il est ministre des Finances, il est conscient que ce n'est pas un héritage familial, mais il est conscient que si on fait des efforts et les responsables du budget, on peut y arriver. Je suis conscient que M. Daoud, ce ne sont pas des gens qui ont imaginé, ce n'est pas un chiffre qu'ils ont imaginé comme ça. Ils ont fait des statistiques, ils ont fait des prévisions pour arriver à ce chiffre. Donc, mais docteur Katibou, mais c'est pas un budget le budget de l'État, ce n'est pas quelque chose de confidentiel. Nous, on veut bien croire au gouvernement, mais comment vous allez parvenir à multiplier le budget de l'État par 2, voire même il y en a ceux qui même il y en a ceux qui disent qu'on peut aller jusqu'à 120 milliards au lieu de 80 milliards. Mais moi, ma question, c'est de savoir quelles sont les pistes que vous avez, sauf que vous allez peut-être augmenter les droits de douane, vous allez exercer une pression fiscale au niveau des opérateurs économiques qui sont déjà affaiblis, étant donné le manque d'activité et de productivité lié à un certain nombre de raisons. Je pense notamment à l'électricité, à un certain nombre de choses. Parce que vous savez, on peut estimer raisonnablement. Non, il n'y aura pas, à mon sens, il n'y aura pas une pression fiscale pour arriver à cet objectif. Alors, il y aura des taxes. Il suffit que l'État. Mais des taxes qui. Mais il y a des taxes, mais il y a des gens qui ne contribuent pas, c'est tout. Je vous ai donné cet exemple qu'on avait fait des prévisions de 23 milliards. Ils savaient que l'État a pu collecter 13. Parce que il y avait personne qui acceptait de payer ces taxes. Donc, ce qu'il faut faire, l'État, je suis convaincu que la détermination du ministre des Finances, c'est en quelque sorte pousser tous les Comoriens à contribuer, à aller à régler le facture auprès de l'État. Parce que vous savez, la gabegie qui a été installée, le système qui a été installé au cours des années précédentes, c'était la gabegie. Chacun faisait ce qu'il voulait faire. Donc,
je suis conscient. Mais monsieur Daoud, il faut comprendre une chose. Le ministre de Finances, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui aurait pu fixer un chiffre comme ça. Les spécialistes du ministère des Finances ont fait des prévisions. Ce chiffre a été fait sur la base des prévisions. Et je vous le dis, allez faire des recherches. Il y en a ceux qui disent que cet objectif facilement sera atteint. Donc, et sans pression fiscale, parce que nous sommes conscients, le gouvernement est conscient que toute chose égale par ailleurs, une pression fiscale donc, va se traduire par l'effet une asphyxie des entreprises qui pourraient créer un effet boomerang, donc c'est-à-dire réduction des entreprises, donc d'investissement. Donc, il n'y aura pas une pression fiscale, il y aura une taxation optimale qui poussera les entreprises à contribuer. Donc, c'est tout. Oui, docteur Katibou, si tant est que j'accrédite votre hypothèse, de parvenir à cet objectif de 80 milliards, 200 milliards environ, 80 milliards. 80 milliards. 80 milliards. Est-ce que dans ce chiffre, est-ce que vous incluez les aides extérieures liées et extérieures libres? C'est-à-dire, est-ce que l'argent, autrement dit, est-ce que l'argent qui proviendrait des dons ou alors des aides, appelez ça comme vous voulez, sont comptabilisés dans ces prévisions? Mais quand on parle de recettes internes, donc ça dit on ne parle pas des recettes extérieures, on parle des recettes externes. Internes. Oui, des efforts nationaux. Donc, je vous ai dit, en 2015, il y avait des prévisions tablées sur 42 milliards de francs comoriens. Il y a eu à peine 21 milliards d'aides extérieures. Il y a eu aussi mais qui n'était pas budgétisé. Si, c'était budgétisé. Donc, c'était 61 milliards de francs comoriens en 2015. Voilà. Donc, en 2016, il y a eu l'apport de l'Arabie Saoudite, à peine 20 milliards et 7 milliards de tellement. Oui. Donc, ça, l'État, en tout cas, la vision du président de la République, c'est pas d'axer le développement de ces pays par la mendicité. L'effort national, comme disait le chanteur comorien, Tsangag ou Tsangiwa. C'est tout. Donc, et je suis persuadé qu'on peut arriver à ces chiffres. Donc, vous allez voir. Supposons on s'est fixé un objectif de 80 milliards. Et si on arrive non, je suis convaincu qu'on peut arriver à ce chiffre. Mais si on arrive, ne serait-ce qu'à aller à 70 milliards, c'est-à-dire à réaliser, ça sera des efforts. On pourrait consacrer plus de 30 milliards, 40 milliards de recettes internes à l'investissement. Vous savez le problème qui se pose ici, dans ce pays, l'énergie. Oui. Récemment, vous savez, le Sénégal a construit une usine, une centrale solaire à peine 12 milliards de francs comoriens. Donc, vous voyez que nous, ne serait-ce que pour les recettes internes, on pourrait donc résoudre le problème de l'énergie. Et je suis conscient pourquoi. Parce que le président Zali a gouverné ce pays durant 7 ans, il n'a pas reçu d'aide extérieure. Durant ces 7 ans, vous allez voir, les rapports de la Banque centrale sont là pour témoigner. Il y a eu à peine 5 milliards d'aide extérieure. Je le dis bien, 5 milliards d'aide extérieure. Ces fameux 5 milliards de groupes, si vous voulez dire? Non, pas forcément. Oui. Il y a eu 5 milliards durant les 15 ans d'aide budgétaire. Donc, mais pendant la période de cette... De 7 ans. 7 ans. 5 milliards. Pendant 7 ans, ok. Voilà, d'aide budgétaire. Vous parlez d'Azali 1. Azali 1. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, donc on ne pourrait pas doubler les recettes étatiques. Donc, le président Azali a une vision. Avant d'aller demander de l'aide, il faut que les Comores sachent que le développement de ces pays passera par le maître comorien. C'est la vision du gouvernement, c'est la vision du secrétaire général du gouvernement. Nous devons faire des efforts avant d'aller demander de l'aide extérieure. Je crois que c'est salutaire, cette vision. Et maintenant, on reproche le gouvernement d'avoir fixé un objectif de 80 milliards, doubler des recettes étatiques. Mais c'est salutaire, on devrait saluer. Donc, on devrait saluer, et c'est normal que les entreprises se demandent comment ils pourraient atteindre cet objectif. Mais toutefois, donc, je vous le dis, selon des sources beaucoup plus, disons sûres, que cet objectif serait atteint. On voit, c'est pas un chiffre magique qu'on a fixé comme ça, mais ce chiffre de 80 milliards a été, c'est un chiffre, en quelque sorte, ce sont des spécialistes, des gens des finances publiques qui ont montré qu'on pourrait atteindre cet objectif. Donc, Docteur Katibou, vous venez d'évoquer que
durant le mandat Azali 1, on a eu en tout et pour tout 5 milliards. Cela voudrait dire que l'environnement, à cette époque, était propice. Donc, la politique menée antérieurement à Azali 1 produisait ses effets quand Azali est arrivé au pouvoir. Parce que, comme vous le savez, je suis profane en économie, certainement, mais une politique économique, elle n'a pas des effets immédiats, elle a des effets à long terme ou à court terme, si vous préférez. Donc, si vous me dites qu'Azali 1 a eu en tout 5 milliards, en tout et pour tout, durant son mandat 5 milliards, oui, parce que auparavant, le climat était propice, c'est-à-dire qu'il a trouvé un pays qui était dans un état à peu près acceptable à l'époque. Vous voyez, vers les années 99, 90, 98, 2001, tout ça. Bon, maintenant, vous dites que vous allez parvenir à cet objectif sans apport extérieur, donc sans tenir compte des aides. Moi, je vais bien accepter vos mais je trouve que c'est un fantasme. C'est un fantasme parce que parvenir à cet objectif conditionne une réforme préalable de beaucoup de domaines d'ailleurs, comme vous le savez, parce qu'il faut produire, quand vous envisagez de telles perspectives, cela suppose qu'il y ait des réformes au préalable, ne serait-ce qu'en matière de politique de crédit, par exemple, ne serait-ce qu'en matière de réforme foncière. Ce sont des ingrédients qui peuvent permettre justement à un gouvernement de parvenir à ce objectif. Malheureusement, ce travail n'a pas été fait, un peu comme si vous mettiez la charrue avant le bœuf. Non, mais monsieur Daoudou, non, je vous ai dit que donc, le problème qui se pose dans ce pays, donc on sait, tous les Comores ont compris que pour développer un pays, il faut se reposer sur l'aide extérieure. Le président Azali a compris que non, il a gouverné ce pays jeune, donc sans aide extérieure, dans un moment de crise, donc il a pu gouverner ce pays sans aide extérieure. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, avec l'élargissement de l'assiette fiscale, les entreprises qui sont là, donc on ne peut pas se permettre de gouverner ce pays. Donc, je ne dis pas qu'on peut rejeter des aides extérieures, donc même des pays qui, voilà, mais donc, tout en faisant des efforts à la douane, des efforts sur les niches fiscales, sur d'autres domaines. Donc, monsieur Daoud, vous savez, c'est une chose très simple. Il suffit d'un taux de croissance économique de 2, 3, 4%, et puis voilà, on arrive à l'objectif. Parce que, comment vous allez faire non, mais il suffit d'une politique on parle même d'une croissance à 2 chiffres. Oui, mais écoutez, mais quand un pays, non, mais écoutez, quand Erdogan avait dit au Turcs, je vais doubler le PIB par 2, 72 millions d'habitants, il est arrivé en 8 ans. Mais je n'arrive pas à comprendre un pays comme les Comores, qu'on a des recettes, c'est quoi? C'est 80 milliards de francs comoriens, c'est quoi? C'est 62 millions de... Là, vous êtes tenté de comparer David et Goliath. Non, je ne compare pas David et Goliath, ce sont des milliards et des milliards, moi je parle de millions. Voilà, mais je dis que pour arriver à cet objectif, il faudrait une chose, donc, que les douaniers de ce pays, et je crois que le nouveau directeur de douane, M. Kamal, fait des efforts pour optimiser les recettes de douaniers. Je suis convaincu que le directeur des impôts aussi, M. Souyahaya, fait des efforts, et je vous le dis, si ces gens-là n'étaient pas conscients que cet objectif n'était pas atteignable, ils auront pu le dire haut et fort. Très bien. Donc, ce n'est pas un fantasme, c'est un objectif, et je suis convaincu qu'en faisant des efforts, on pourrait y arriver. Donc, l'objectif du président de la République, c'est quoi? Il veut augmenter les recettes étatiques de 50%. Il veut diviser les dépenses de l'État de 40%. Pourquoi? Pour libérer plus de recettes, libérer plus de recettes pour l'investissement public. Voilà, ce sont des efforts salutaires que nous devons
encourager au lieu de dire c'est du fantasme, M. Daoud. C'est pas un fantasme. Encourageons et attendons. Oui, j'espère pour vous. Et pour espérons. nous, parce que si le président Azali réussit, vous, l'équipe Azali réussit, c'est autant mieux pour nous, pour la population. On le souhaite, nous sommes convaincus que nous allons arriver. Les conditions de vie de notre existence, évidemment. Maintenant, on va revenir un peu dans votre domaine. On va essayer d'être un peu secteur en restant dans le domaine de l'investissement. Alors, vous le savez bien, notre code d'investissement, il n'est pas assez attrayant. On a des textes juridiques qui ne favorisent pas l'investissement. On a une lenteur administrative qui compromet toutes les chances justement de créer des entreprises. Comment vous allez, est-ce que vous maintenant, quelles sont les propositions que vous allez faire au gouvernement justement pour enlever justement tous les sièges qui se présentent pour investir aux Comores? Je pense notamment aux démarches administratives. Vous savez, c'est le parcours du combattant. Il faut aller à la justice, il faut aller aux impôts, il faut aller par-ci et par-là. Donc tout ça, c'est quand même assez ennuyeux. Et puis, quel est maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, vous, docteur Katilou, en tant que directeur de la MPI aujourd'hui? Quelles sont les recommandations que vous formulez au gouvernement pour pouvoir justement encourager l'investissement? Non, M. Daoud, je crois que vous êtes un peu... non, vous n'êtes pas actualisé quand même. Non, notre code est l'un des meilleurs de l'Afrique. Toutefois, je vous ai dit, non, on peut créer une entreprise aux Comores en une journée. En une journée. Donc, ouais. Il y a je crois l'antenne, c'est l'antenne de Gazidja qu'on n'a pas comment dirais-je, comment peut-on dire, le terme juridique, ça dit en juin et en Moélie, il y a un guichet unique. Donc, tout à fait. En Gazidja, donc c'est guichet unique, on va essayer de le mettre le plus tôt possible. Voilà, donc ça dit guichet unique, ça dit que vous allez dans un guichet et voilà, vous créez votre entreprise. Tout est fait dans... Mais en Garde Comores, là, en 72 heures, même plus, même 24 heures, vous pouvez créer votre entreprise. Donc le problème ne se pose pas là. Donc c'est pas un problème de code. Alors, où il est le problème? Le problème se pose sur des infrastructures. Donc, mais je crois que si vous savez les investisseurs... Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis, docteur? Quand vous dites infrastructure, vous pensez à quoi? Mais je vais être beaucoup plus clair que ça. Donc, voilà. Donc, infrastructure, c'est quoi? Donc, je vais reparler par là. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un investisseur qui lit le code d'investissement, je crois que vous êtes au courant des fameuses conventions d'établissement qui posent problème actuellement. Tout à fait. Donc, voilà, il se repose, quoique certains n'ont pas respecté le code des investissements, c'est notre sujet. Mais on va y revenir. Oui, on va y revenir. Mais je vous le dis clairement, donc le code est là, il est fiable, il est travaillé, même on aura... écoutez, il y avait mon prédécesseur, donc ils ont travaillé pour un amendement de ce code, toutefois pour l'améliorer davantage. Donc le problème qui se pose là, ce n'est pas le code en soi, ce n'est pas des textes, ce sont les infrastructures de ce pays. Croyez un investisseur qui vient à l'aéroport de Haïa et qui prend le chemin, donc le bout de chemin séparant Moroni et Haïa. Écoutez, ça dit tout. Donc, voilà, il s'est dit, l'état des routes, l'état de la justice aussi. L'état de la justice. Voilà, l'énergie. Donc, ce sont des problèmes où le gouvernement actuel est conscient que pour pouvoir attirer des vrais investisseurs, il faut agir sur ce domaine. Et je crois que les efforts ont été faits. Vous avez vu qu'au bout de 2 mois de pouvoir, le président Azali Assoumani avait signé un contrat de 5 milliards sur fonds propres pour résoudre ce problème d'énergie. Il y a des projets, méga projets sur ce problème. Tous les efforts du gouvernement, c'est de résoudre le plus tôt possible ce problème. Donc, tel est le vrai goulot qui se pose actuellement au Comores. C'est les infrastructures, l'énergie et la justice. Une fois résolu ce problème, je vous le dis clairement que des investisseurs, ils sont là, mais le problème se pose dans ce domaine. Donc,
j'aurais aimé dire aussi que ma politique, parce que vous me avez posé la critique, donc je crois que nous devons, c'est ce que je dis, donc lors de ma passation, donc je dis clairement que donc moi j'aimerais inciter les nationaux donc à investir, à sortir de cette tradition commerciale, importation qui explose notre balance commerciale, y aller dans l'activité productive. Mais comment? Je vais au bout de quelques mois proposer un projet au gouvernement pour inciter les nationaux à donner confiance, à investir davantage dans deux pays, à sortir de cette vision qui consiste à aller à inonder notre pays des produits importés. Vous savez qu'actuellement la balance commerciale de commun est surtout déficitaire depuis les années 60 d'ailleurs. Nous achetons, c'est-à-dire nous exportons pour 8 milliards, c'est-à-dire nous vendons à l'extérieur pour 8 milliards, et nous importons, c'est-à-dire nous achetons pour à peine 84 milliards de francs communs. Donc un déficit commercial qui s'élève de 74 milliards de francs communs. Là, ça dépasse les déficits. Oui, évidemment. Donc je crois, et c'est ce que je fais un appel solennel aux entrepreneurs comoriens de penser autrement. Autrement, ça signifie quoi? De voir que pour développer ce pays, on ne peut pas se reposer sur le commerce. Il faut de l'activité productive. Il faut produire. Tout à fait. Donc, et l'Agence nationale pour la promotion des investissements portera ce projet auprès des autorités compétentes pour lui dire il faudrait donner des moyens aux nationaux. Je le dis clairement. Je ne conçois pas un investisseur pour quelqu'un qui est fortuné. Je le conçois, c'est quelqu'un qui a de bonnes idées. Qui a de la volonté. Qui a de la volonté et qui ose prendre des risques. Vous savez si le jeune Bill Gates, il n'était pas millionnaire quand il a lancé Microsoft. Très bonne référence d'ailleurs. Voilà. Donc quand Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, c'est un jeune de 18 ans, 19 ans. Et pourtant, il a eu de bonnes idées, il s'est lancé. Donc, un bon investisseur, c'est quelqu'un qui ose prendre le risque, qui a une bonne idée. L'État, d'ailleurs, d'ici quelques mois, donc je crois que le décret, ou plutôt, en tout cas, donc le président de la République avait annoncé lors d'un discours, une société d'investissement, je dis bien, une société d'investissement sera créée incessamment pourquoi? Pour appuyer les jeunes comoriens, les investisseurs comoriens, ceux qui veulent se lancer dans l'activité productive. Pour la simple et unique raison que quand on parle d'activité productive, on parle de croissance forte, inclusive, c'est-à-dire création de richesses et création de l'emploi, donc baisse du chômage. Et la menace qui pèse sur le commerce actuellement, c'est ces 13 000 jeunes qui sont envoûtés sans issue. C'est clair, c'est une menace. Le président de la République est conscient. C'est une bombe, bien sûr. Raison pour laquelle il dit haut et fort, un jeune, un emploi. Et cette phrase, il ne le dit pas comme ça, mais c'est quelque chose qui est conçu et qui va mettre en place des structures permettant d'arriver à cet objectif et de déverser la courbe du chômage. Docteur Katibou, vous venez de parler de deux personnalités ô combien importantes dans le monde, de par leur contribution à travers le développement, le patron de Facebook et de Microsoft. Mais ce sont des pays où l'environnement n'est pas le même. Est-ce que vous savez que les autorités, je ne dis pas celles existantes, mais de tout temps, à chaque fois qu'un investisseur souhaitait mettre de l'argent au Comores, il se heurtait à une mauvaise façon de faire des dirigeants. Passés, et même peut-être présents, parce qu'on entend par-ci par-là, parce que certains investisseurs sont venus et qu'on nous a dit bon voilà, vous partez. J'entends tous les jours ces propos-là. Vous savez, les autorités ou alors l'administration comorienne, ceux qui sont chargés justement d'accueillir ces investisseurs, ils demandent ce que eux ils vont recevoir d'abord, pas le pays. Ils pensent à leur poche d'abord. Donc c'est une
alors, il pose la question, qu'est-ce que je vais gagner? Mais il ne pose pas la question, qu'est-ce que le pays va gagner? Donc, nous, c'est un gros problème. Et ça, c'est un problème de mentalité. Comment vous comptez y remédier justement à ces genres d'attitudes? Comment? Parce que pourquoi les investisseurs iraient voir, par exemple, des fonctionnaires? À quoi ça sert votre département? Vous venez d'évoquer également une agence d'investissement, une société d'investissement, vous disiez tout à l'heure, qui va voir le jour dans les prochains mois. Et pourquoi ces deux structures ne s'occupent pas uniquement des investisseurs pour éviter justement cette attention de certains fonctionnaires à vouloir gagner d'abord et puis après le pays? Et ça bloque beaucoup de projets au Comores, cette attitude. Non, mais M. Daoud, vous avez dit que l'environnement, vous m'avez pris pour un rêveur parce que j'ai voulu comparer l'environnement américain. C'est bien de rêver d'ailleurs. Mais écoutez, c'est bien si de rêver. Lee Kuan Yew n'a pas rêvé, le Singapour n'aurait pas arrivé là. Absolument. Donc vous savez que le Singapour, c'est un pays pays que je connais bien. Voilà, très bien, tu connais très bien, tu connais avant 30 ans avant Lee Kuan Yew, c'est un pays, l'un des pays les plus pauvres du monde. Maintenant, c'est l'un des pays les plus riches du monde. Vous savez l'histoire du Rwanda. Donc, ce sont des exemples importants. L'Éthiopie, plus de 84 millions d'habitants, vous savez qu'ils ont un taux de croissance de 2 chiffres. Donc, c'est pas un rêve. On peut y arriver. Nous sommes que 800 000 habitants. Donc, je suis persuadé, je l'ai dit haut et fort, que si on fait des efforts, si chacun d'entre nous s'approprie le slogan selon lequel Tsangage ou Tsangiwa, donc je crois que nous pouvons y arriver. Mais le problème qui se pose dans ce pays, on a toujours considéré des investisseurs comme des aumôniers, des gens qui viennent ici pour aider les Comores. Non, M. Daoud, ce sont des gens qui viennent ici pour faire de l'argent. C'est à nos autorités. À qui on veut raqueter d'abord? Non, à nos autorités de défendre des intérêts nationaux. Ils ne sont pas là pour nous faire des cadeaux. Ce sont des gens qui vont faire des études pour voir s'ils peuvent rentabiliser leur investissement. Donc, à nous responsables politiques et économiques, donc, de défendre des intérêts nationaux. Mais on ne peut pas dire, écoutez, ces investisseurs, ils viennent ici, ils voient qu'elles leur proposent. Bien sûr. Mais nous avons des autorités. Donc, ils sont là pour défendre nos intérêts. En ce qui concerne la société d'investissement en préparation, en gestation, donc c'est une société, c'est-à-dire, l'idée c'est quoi? Non, l'idée c'est quoi? L'État doit investir. Nous devons, certes, appeler des étrangers. Nous devons appeler des étrangers pour venir dans nos pays, mais l'État doit se doter des moyens pour investir. Si le Rwanda est arrivé à ce niveau-là, son niveau actuel, c'est le fonds rwandais. On dit que c'est un fonds pour le fonds populaire rwandais, mais en général, c'est ça. Donc, pour des investissements structurants, ce fonds-là prend le relais. Donc, pour investir. C'est un fonds financé à 100% comorien. Ou alors c'est... Je ne peux pas rentrer dans le détail juridique parce que je n'ai pas les éléments. Vous n'avez pas les éléments. Les éléments, mais l'idée du président, c'est que pour pouvoir réaliser nos objectifs, c'est quoi? Mettre les Comores sur les radios de développement, c'est un pays émergent à l'horizon 2026 ou 2030. Il faut avoir des moyens, il faut se doter des moyens. Ce mot, docteur Katibou, qui résonne bien quand on entend le président Azali parler des Comores un peu émergents. À mon avis, c'est un discours creux parce que l'émergence, c'est quelque chose de très, comment dirais, se fait par étapes. On n'est pas un pays émergent en claquant les doigts, vous le savez très bien. Je suis d'accord avec vous. Comment vous pouvez parvenir à ces objectifs alors que vous n'avez pas les ressources nécessaires? Vous n'avez pas. Le pays a les ressources disponibles. Je pense aux ressources humaines. Mais vous ne voulez pas les utiliser. Votre régime favorise d'abord les amis politiques, après la famille, après ceux qui vous disent bonjour tous les jours. C'est ça votre critère d'utilisation des ressources humaines.
comment concevez-vous un développement lorsque un régime a une telle vision? Comment vous pouvez parvenir à ces objectifs? Non, je vous concède cette vision. Je peux pas, non, je peux pas dire, qu'est-ce que vous avez pu imaginer qui est. Je n'imagine pas, je constate, docteur. Non, mais je vous le dis, donc, la valorisation des expertises, telle est la volonté du président, on sait voir. Des jeunes aussi expérimentés, ils sont là. Et qui ont la volonté? Ils sont où? Ils sont dans les administrations communes. dans les administrations communes. Ce que vous voulez. Donc, vous croyez que si Katibou a soutenu le président de la République pour accéder au pouvoir, vous ne voyez pas Katibou, le docteur en économie, vous voyez Katibou, le soutien du président de la République. Et vous dites, écoutez, parce que Katibou a été nommé, donc parce que vous êtes un des rares d'ailleurs, docteur, excusez-moi, à être à la place qu'il faut. Mais quand vous regardez, est-ce que je peux citer d'autres Katibou qui sont nommés. Mais donc, le problème, donc, il y a de postes politiques stratégiques que le président doit placer des gens de confiance pour arriver à réaliser, à atteindre ses objectifs. Ça, c'est une évidence. Vous êtes d'accord avec moi? Même dans des pays développés. Ça, c'est clair. Donc, on ne peut pas nommer ministre de Finances qui n'est pas en harmonie avec l'action du gouvernement. Oui. Mais toutefois, il faut voir, vous avez parlé de notion de capital humain. Le capital humain, on essaie d'utiliser à bon escient. Vous avez parlé d'autres ressources financières. Mais vous êtes je crois que je suis convaincu, parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui suit des informations, vous êtes quelqu'un d'aussi, disons, branché, comme on dit dans un jargon. Vous savez qu'il y a un plan quinquennat de plus de 447 milliards de francs comoriens. Oui. 447 milliards de francs comoriens. Donc, comment expliquez-moi un peu, justement. J'ai vu passer ces chiffres. Alors, parlez-en nous un peu de... Non, le volet... Non, les chiffres, c'est tout simple. Ça n'est que le président de la République et le gouvernement et des autorités compétentes ont compris. Mais il s'agit, comme on l'avait soutenu lors de la campagne, qui est le volet économique. On va mobiliser des volets économiques. Donc, on va mobiliser beaucoup plus de fonds sur le volet économique. Je crois que plus de 70% sera consacré au volet économique. Et toute chose égale pareil. Une fois qu'on a injecté de l'argent sur l'investissement public, donc il y aura de recettes. Cet argent, il vient d'où là? C'est 447 milliards. Ben, écoutez, il y aura... tout d'abord, comme on a discuté, on a débattu ici, on va doubler les recettes de l'État. Oui. Donc en 5 ans, rien qu'en 5 ans, rien qu'en 5 ans, oui. Si on arrive à atteindre ce objectif, et je suis convaincu qu'on arrivera, donc à atteindre l'objectif, et ça sera de manière graduelle d'ailleurs, c'est-à-dire première année, si on arrive à avoir 80 milliards, deuxième année, pourquoi pas 100 milliards, donc faites le calcul, vous aurez que nous aurons plus de 70%. Et dans ce projet, mais 5 fois 8, c'est 400 milliards d'ailleurs. Oui. Donc 400 milliards donc. Mais vous n'allez pas mettre tout cet argent dans le fonds de garantie? Non, mais pas de fonds de garantie. Non, mais vous savez, parmi les projets qui seront mis en place, il y a du partenariat public-privé. Il y aura des secteurs où il y aura que de privé. Voilà, donc de 440 milliards, il y a la part de l'État. On peut les citer, je ne sais pas si mes chiffres sont aussi fraîches. Je crois que l'État assumera plus de 50 à 55%, et on espère avoir du partenariat public-privé pour une autre part, que je ne connais pas exactement les chiffres, et une part qui sera réservée au privé. Si nous supposons que vos provisions puissent être atteintes, 80 milliards, et que... Donc 8 fois 5, vous êtes là pour 5 ans, que je sache, sauf si vous avez d'autres choses en tête. Vous êtes aux alentours de 400 milliards. C'est 400 milliards. C'est 400 milliards. Ça nous permet de financer déjà le fonctionnement de l'État. Déjà, avec les 42 milliards ne nous permettent pas de couvrir l'ensemble de nos dépenses aujourd'hui. Et comment vous allez constituer un fonds de 447 milliards en sachant que qu'aucun investisseur ne pourra vous aider à constituer un fonds si ce sont mais c'est pas un fonds, c'est le coût de financement du vous voulez bien me laisser terminer, comme ça vous répondrez avec certitude, parce que vous aurez eu les éléments de ma question.
les pays, bon, sauf si nous tombons sur des pays amis, mais les investisseurs, ceux qui veulent gagner de l'argent, ils ne vont pas construire un fonds de garantie pour permettre aux nationaux d'être riches, alors que leur devoir, aucun investisseur ne veut voir un pays riche, parce que s'il est riche, ils n'ont pas besoin d'investisseurs. Donc, alors, ce fonds de 447 milliards, vous ne nous dites pas comment vous allez le financer. Pas en tout cas pas avec le budget de l'État. Parce qu'à supposer que vous parvenez à cet objectif, ces 80 milliards ne suffisent même pas à couvrir nos dépenses. Écoutez, bon, dites-moi comment ces 400... Non, quelle baguette magique vous allez sortir les 447 non, milliards. je vais rectifier. Donc je vais rectifier parce qu'apparemment on fait une confusion. Ce n'est pas un fonds de 470 milliards de francs communs. Oui. Le plan quinquennal a été évalué, le coût total à 470 millions, 470 milliards de francs comoriens. Un plan quinquennal. Voilà. Toutefois, c'est un plan quinquennal de développement. Toutefois, je vous le dis clair que, donc, si vous voyez le plan de développement du Sénégal qui demandait pour 4 ans à peine plus de 20 000 milliards de francs CFA. 20 000 milliards. 20 000 milliards de francs CFA. Le gouvernement du Sénégal, la contribution du gouvernement, c'était de 47%. Oui. Donc, nous, si on arrive, ne serait-ce qu'à avoir 50%, l'apport de l'État, parce qu'on peut financer un tel plan pour plusieurs options. Il y a la part de l'État, la contribution de l'État, oui, du partenariat public-privé et du privé. D'accord. Donc, et si ne serait-ce que l'État mettre plus de 200 millions de francs, 200 milliards de francs comoriens, là, je ne parle pas de l'aide de nos partenaires. Hein. Donc, je parle des recettes propres étatiques. Oui. Donc, si on arrive à mettre 200 millions, vous savez que nous sommes en mesure de financer 200 millions, les recettes... 200 millions de... 200 000 milliards de francs comoriens, au bout de 5 ans, l'État est en mesure d'État avec... Sur fonds propres. Sur fonds propres. 200 millions. 200 milliards. 200 milliards. Donc, la moitié de vos provisions... pas la moitié, un tiers, on va dire. Plus que la moitié d'ailleurs. Oui, vous savez, les salaires. Le président avait dit, le gouvernement avait dit, non, l'option serait de diminuer de 40% les dépenses de l'État. Vous savez que les salaires, la masse salariale s'élève à peine 24 milliards de francs communs. Faites le calcul en 5 ans. Vous allez voir, on est à peine 120 milliards de francs comoriens. Et fait le calcul avec le provision. Et là, je parle pas de l'apport de nos partenaires étrangers. Je parle que des recettes propres. Mais si je suis convaincu, parce qu'il y a eu le plan, il y a eu la conférence de 84 qui a échoué complètement. Donc, toutes les conférences ont échoué. Voilà, évidemment. Donc, et vous savez pourquoi? Non, mais écoutez, il y a celle de 2006 qu'on n'a pas pu, 2005. La conférence de Maurice. Voilà, qu'on n'a pas pu mobiliser des recettes. C'est du Qatar. De Qatar aussi qu'on n'a pas pu mobiliser. Mais si on arrive à mobiliser les recettes, ne serait-ce que ces dons ou de nos frères amis qui veulent nous aider, on pourrait facilement même dépasser ce montant. Évidemment. Je vous l'ai dit que le président de la République a tiré les leçons. Pourquoi on a échoué? Parce qu'il n'y avait pas les ressources nécessaires pour l'expertise nécessaire pour mobiliser ces fonds. Donc, je crois qu'on va tirer les conséquences. Et incessamment, il y aura comme annoncé par le président, l'Agence nationale pour la conception et l'exécution du projet. Et cette agence-là, ça sera, disons, de jeunes talentueux qui seront mis dedans et dont le rôle serait de concevoir des projets et d'exécuter, mais surtout de mobiliser les fonds nécessaires pour atteindre nos objectifs. Je suis convaincu qu'on pourrait facilement y arriver. Je vous donne un exemple. Vous savez les recettes en 2015, les recettes de l'État, oui, à l'époque de Mamadou. Prévision 42 milliards de francs comoriens. Prévision étatique. 20 milliards de l'apport de l'aide de l'Arabie Saoudite. 7 milliards de tellement. Et je ne parle pas de l'argent de la souveraineté économique. Oui. Donc, rien qu'en un an, on a pu aller plus de 80 milliards de francs comoriens, oui, mais avec les recettes externes. Ouais, mais 80% de cet argent est parti dans les poches. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Raison pour laquelle notre politique serait de mener une politique rigoureuse permettant à ce que
chaque centime qui rentre dans les caisses de l'État soit utilisé à bon escient afin de mettre les Comores sur le rail du développement. Et l'émergence, comme je l'ai dit, le président de la République le dit, c'est quelque chose de réalisable. Il y a des pays qui auraient pu croire au miracle rwandais, qui auraient pu croire au miracle éthiopien. Plus de 84 millions d'habitants, alors qu'ils ont un taux de croissance de 2 chiffres. Qui auraient pu croire rien que le miracle ivoirien. La Côte d'Ivoire, un pays laminé, qui a perdu tout son capital humain et qui, avec la volonté de Lassana Dramana Ouattara, a été mis sur les rails. Taux de croissance économique de plus de 10%. Donc on peut y arriver. Docteur Katibou. Oui. Moi, je voudrais bien me réjouir de votre discours. Mais jusqu'ici, je ne vois pas aucun brin de lumière dans ce que vous dites. Parce qu'il faut les hommes. Ils sont là, ils sont là, ils errent dans les rues. Vous ne voulez pas les utiliser parce qu'ils ne veulent pas s'accommoder politiquement, c'est que leur droit. Non, mais d'être laissez-moi terminer. Puis deux, vous dites, parlez de développement d'un pays émergent. Comment vous pouvez utiliser des langages aussi importants alors qu'on sait que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun texte, il n'y a aucune mesure qui est prise. Je pense au crédit. On a des crédits très chers. Bon, je conviens avec vous parce que les crédits sont chers parce qu'il n'y a pas la fiabilité de remboursement. Donc, pourquoi vous ne créez pas, vous n'envisagez pas la création d'un fonds de solidarité pour financer les projets comoriens, justement? Parce qu'il faut investir, évidemment. Il faut des apports extérieurs, des investissements, etc. Mais aussi, il faut mobiliser des ressources intérieures. Vous savez, on a à peu près 10 ou 13 milliards dans nos banques qui dorment, qui ne participent pas à l'effort de développement. Alors, vous savez très bien que le crédit est très, très important dans le processus économique. Et puis, j'aurais terminé avec ma question. Le développement, c'est une science carrefour qui interpelle beaucoup de domaines, à la fois juridiques. Donc, il faut que la propriété, d'ailleurs privée, qui est la base de la société capitaliste, soit protégée, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Deux, il faut que l'environnement juridique que vous avez évoqué, donc qu'on ait une justice, parce que c'est à travers elle que les personnes privées ou publiques se sentent protégées. Donc, c'est une condition sine qua non. Mais toutes ces conditions dont je viens d'évoquer ne sont pas réunies. Et on n'entend pas des grands chantiers à la justice, on n'entend pas des grands chantiers dans les réformes, ne serait-ce que foncières, tout ça. Ce sont des éléments qui sont créateurs de richesse. Et comment vous pouvez parvenir à des objectifs comme pareil? Non, mais je comprends votre impatience, M. Daoudou, mais sache que si un avion démarre, c'est là où il y a un peu de... Voilà, donc, ballottage, je vous le dis. Donc, le président Azali Assoumani a pris le pouvoir il y en a que 5 mois. Donc, il essaie de mettre en place son équipe, voir les conditions qui lui permettraient de mettre en place son plan quinquennal. À part de 2017, je vous le dis, les Comoriens commenceront à voir la vision. 2017. Oui, janvier 2017. Non, oui, il y aura du concret, même pas plus, du concret, quelque chose de concret. Donc voilà, vous allez le voir. Donc après, vous allez apprécier, vous allez juger. Donc on ne peut pas se permettre au bout de 3 mois, alors que vous savez la situation chaotique que les autorités actuelles ont hérité cet État. Donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, dire, écoutez, on veut que les Comores soient un pays aussi, comme le Singapour. Donc, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la patience. Je vous le dis clairement que les choses vont commencer à se concrétiser. Donc, pourquoi? Car l'équipe est déjà mise en place, le plan a été
conçu des structures visant à rendre effectif ce plan. On commence comment dirais-je, à se créer comme l'Agence nationale pour la conception et l'exécution des projets. La société d'investissement qui sera mise en place. Donc, on commencera à voir le fruit de ces efforts. Et les Comoriens commenceront à voir que le mot émergence prononcé par le président de la République, c'est pas à un sens. Ça, c'est une évidence. Voilà, donc on verra. Donnez-nous du temps et vous allez juger. Mais il faudrait que vous compreniez la situation par laquelle les autorités actuelles ont trouvé ce pays. Ce pays a été dans un gouffre lamentable. Des oligarchies financiers et douaniers, fiscalistes avaient pris ce pays. De toute façon, jusqu'à présent, personne n'a fait mieux. Donc, ils sont tous pareils. Docteur Katibou et cher directeur, on va aborder maintenant le sujet du moment. Vous pensez à tellement. Oui. Est-ce que vous, quel est votre avis en tant que directeur, en tant qu'économiste d'abord, et puis en tant que directeur chargé des investissements? Est-ce que les turbulences que nous vivons actuellement entre Telma et l'État comorien à travers Comores Télécom, est-ce que ces turbulences sont de nature à encourager d'autres investisseurs pour venir dans le pays? Si vous avez un avis par rapport à ces turbulences, est-ce que vous pouvez nous le donner? Non, tout d'abord, je tiens à vous dire que la situation actuelle est aussi très difficile pour la simple et unique raison que les autorités passées n'ont pas pu mesurer l'ampleur de leur signature. Donc, ce qu'ils ont signé, des conventions d'établissement, c'est de... Concrètement, pour les auditeurs, docteur. Non, concrètement, j'aimerais dire que la situation actuelle est le résultat du manque de responsabilité donc, de nos autorités. Est-ce qu'on s'est fait avoir? Donc, non, je ne peux pas parler de ce mot. Je ne peux pas parler de ce mot. Mon rôle, en tant que directeur chargé des investissements, est de veiller à ce que tous ceux qui font de l'investissement ici aux Comores aient leurs droits, que les règles soient, que leur investissement soit protégé. Donc, tel est mon rôle, donc, que je peux... Tel est mon rôle. Toutefois, je l'ai dit haut et fort et clairement que pour sortir de cet imbroglio, il faudrait que ces deux sociétés s'assoient et se parlent. Donc, je crois que c'est la seule solution qui permettrait... Vous pouvez jouer l'intermédiaire, vous? Non, oui, je peux jouer l'intermédiaire, mais je crois... Vous êtes chargé justement... Non, moi, je suis juste chargé de veiller à ce que tous les investissements qui se passent dans ce pays se fassent dans les règles et le respect. Donc, et de veiller à ce que ces investisseurs soient respectés et que leurs droits soient respectés. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme contribution justement pour soulager cette situation? Non, mais cette situation aussi, ce que je peux dire, je crois que la contribution que je peux apporter serait de dire, écoutez, donc tous ceux qui sont cornés par ce secteur s'assoient et discutent. Parce que je conçois le désarroi des responsables de Comores Télécom. Toutefois, je suis conscient aussi qu'on ne peut pas se permettre de bloquer l'investissement. Alors, ils sont déjà là. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on règle ce problème donc dans les règles et le respect. Donc, et moi, ce que je peux apporter concrètement en tant que directeur chargé des investissements, c'est ça. Donc, parce que mon rôle, c'est de veiller. Mais c'est Nanerti qui devrait quand même s'occuper de ce problème. Mais moi, ce que je peux, je dire, écoutez, je fais un appel sur Nanel, asseyez-vous, discutons, trouvons un terrain d'attente, parce que c'est là où on pourrait s'en sortir. On ne peut pas dire, écoutez, nous, on veut bloquer qui tellement ne veut pas au pays. Non, on ne peut pas le dire comme ça. Il y a des accords qui ont été signés, comme on ne peut pas aussi permettre à tellement de violer les lois, les règles de notre pays et de jouer une concurrence déloyale. Donc, il faudrait un équilibre. Il faut qu'ils s'assoient, qu'ils discutent, qu'ils trouvent un terrain d'attente qui est tellement face. Donc, écoutez, mettre ses antennes et qui mettent sa machine en route et que Comores Télécom se prépare aussi à affronter la concurrence. On ne peut pas être le seul pays au monde. Tout à fait. Écoutez, docteur Katibou, on arrive à la fin de l'émission. Merci pour tous ces éclairages et puis
on a à peu près une idée assez floue, mais pas tout à fait claire, de l'orientation du pays à partir de 2017. Apparemment, nous aurons le statut de pays émergents. Enfin, les bases du... Donc, je vous laisse le dernier mot, c'est la tradition dans cette émission, mais permettez-moi de remercier les auditeurs de Haïba FM. Nous espérons que cette émission fut utile pour vous. Et bonne soirée, à lundi prochain. Je vous laisse le dernier mot. Ok, donc je tiens à remercier nos auditeurs. Je dirais, écoutez, donc les Comoriens, donc, qui donnent ce gouvernement du temps pour le juger. Pas la ligne, donc voilà. Je comprends leur impatience, mais qui nous donnent le temps. Voilà.